Selon toutes les statistiques qui convergent, les victimes de l'Ebola sont majoritairement des femmes. Disons qu'on avance des chiffres comme 75%. Et au bas mot, en tout cas, 60% des victimes sont des femmes et des filles. Alors, on dirait que l'impact de l'Ebola, certainement, ça a touché autant les femmes, les garçons que les filles et les femmes et les hommes. Mais disons que sur les femmes, l'impact est vraiment beaucoup plus grave. Et donc, cette épidémie a creusé les inégalités qui existaient déjà auparavant entre les femmes et les hommes. Il y a deux facteurs majeurs. Le premier, en termes de létalité, les décès. Les femmes, d'une manière générale, et les filles, selon donc les coutumes et selon également les traditions, lorsqu'il y a des malades, elles prennent en charge les malades. Et donc, dans le cas de l'Ebola, lorsqu'il y a des malades, il y a évidemment les contacts à travers les différents flux, les liquides, parce qu'elles doivent prendre soin des corps, les laver, les aider à prendre leurs médicaments. Donc, elles sont plus exposées par rapport à cette maladie déjà. Donc, de par leur rôle en tant que femmes ou jeunes filles, en général, dans nos sociétés jusqu'à maintenant, elles doivent prendre soin de leur famille. Ça, c'est le premier. Le second, et qui est plus grave, c'est que selon donc les rites, encore une fois, les traditions, lorsqu'il y a des décès, elles doivent également prendre en charge, par exemple, de laver les corps. Et là encore, quand on a donc une maladie ou lorsqu'il y a un décès, il y a un maximum de quantité de virus qui sont présents dans les corps, là, elles sont en direct contact avec ces virus-là. Donc, elles sont contaminées beaucoup plus, ce qui explique donc ces cas-là. Et le troisième, je dirais, c'est que quand il y avait les crises, le personnel médical, qu'elle soit femme ou homme, n'était pas tout à fait préparé. Et donc, comme il y a beaucoup d'infirmières, par exemple, là également, parmi le personnel médical, elles étaient au front par rapport à cette lutte. Ce qui explique qu'il y a, disons, plus de décès chez les femmes que chez les hommes. Cela nécessite vraiment plus d'études et de recherches. Mais à mon avis, ce qui se passe quand il y a des crises en général, et qu'il s'agisse par exemple de crises humanitaires dues aux catastrophes naturelles ou bien aux guerres, souvent il y a une sorte de laisser-aller en termes de sécurité. Et donc lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sécurité, les gens s'attaquent aux vulnérables. Et il suffit que, par exemple, dans les campements ou dans les endroits où on met les malades, qu'il n'y ait pas suffisamment de surveillance, à ces niveaux-là déjà, ils s'attaquent, disons, ceux qui sont mal intentionnés s'attaquent aux jeunes filles et aux femmes. Et à l'extérieur maintenant, parce qu'il y a beaucoup de crises, l'attention par exemple de la sécurité, les gendarmes ou la police est ailleurs, parce qu'il y a plusieurs choses à gérer. Donc là, il y a une porte vraiment pour les abus. Si les parents ne sont pas autour, par exemple, parce qu'ils sont soit malades à l'extérieur, hospitalisés dans les centres de traitement, là, peut-être les jeunes filles sont laissées seules à la maison et il y a donc vraiment un problème. Donc, en résumé, je dirais que il faut vraiment justement faire attention à ce que les jeunes filles apprennent à se défendre, parce que ces crises-là, elles vont encore se répéter. Compte tenu de ces problèmes que je viens de citer, le PNUD a un mandat pour l'avancement, la protection et la réalisation des droits de la femme et de la petite fille. Ça, c'est un mandat qui a été donc donné au PNUD. Et quelles que soient les circonstances, elle doit
l'organisation doit le faire, doit assumer. Particulièrement lorsqu'il s'agit donc de crise ou de post-crise, compte tenu de tout ce que je viens de dire par rapport aux différentes menaces qui planent sur les jeunes filles et sur les femmes, là, le PNUD doit vraiment investir beaucoup plus. Donc, s'il y a plus de cas de viol, par exemple, pour le post-Ebola, tous ces viols-là, il faudra gérer les traumatismes qui ont été, dont étaient victimes les jeunes filles. Il faudra pouvoir les aider à se reconstruire. Donc, il faut plus de centres d'accueil, de prise en charge dans ces cas-là. Si les centres sont déjà là, il faudra plus de programmes pour les aider à se reconstruire, pour les aider à prendre en charge leurs enfants, parce que selon donc une étude qui a été faite par le PNUD récemment, justement pendant la crise Ebola, la grossesse chez les jeunes filles a plus que doublé. Vous voyez donc, nous sommes en train de créer encore plus de problèmes. Des enfants qui naissent après les viols, il faut déjà pouvoir les prendre en charge. Et il faut donc, sur le plan économique, par exemple, aider ces jeunes mamans à avoir des sources de revenus. Donc ce projet-ci va prendre en charge ces questions-là, qui sont fondamentales par rapport aux droits de la femme et aux droits des filles, avoir, disons, des revenus, avoir des emplois, et surtout à se reconstruire après les chocs psychologiques et les traumas qu'elles ont subis déjà par rapport à l'Ebola lui-même et par rapport aux différentes, viols et violations de leurs droits. Nous sommes dans la période post-crise, donc je dirais que tout est presque prioritaire, mais il faut quand même penser d'abord à 3 choses essentielles. Le premier, je disais tout à l'heure, c'est déjà les aider à se reconstruire sur le plan psychologique et physique. Donc, carrément, si elles avaient des droits, disons des problèmes, par exemple d'agression, les centres puissent les accueillir et les aider à se reprendre, à reprendre en main leur vie, psychologiquement. Deuxièmement, les soins et la santé, il faudra vérifier est-ce qu'elle n'est pas contractée le sida en plus de tous ces problèmes-là, par exemple. Sur le plan santé, il faut qu'elle puisse avoir également soins et accès également aux différents services comme l'eau potable, parce que en réalité, l'Ebola, c'est un problème de développement, un problème également d'accès à l'hygiène. Donc, je disais, le premier, c'était la prise en charge psychologique. Ensuite, le plan de la santé, parce qu'un corps qui n'est pas sain, il ne peut pas aller plus loin. Et enfin, sur le plan économique. Là également, c'est très important. Comme nous le savons, les femmes également prennent en charge leur foyer, au moins, disons, à un certain niveau important. Donc, si elles ont perdu leur emploi ou peut-être le revenu à cause de cette crise, peut-être que le commerce n'a plus bien marché pendant la fermeture des frontières, etc. Là, il y aura des activités génératrices de revenus dont elles vont bénéficier. L'accès à la finance et l'accès à différents nouveaux emplois. Donc voilà, je dirais, ramasser les 3 priorités. L'approche régionale, évidemment, disons que l'approche régionale a l'opportunité de pouvoir, premièrement, voir toutes les pratiques qui se font au niveau des pays. Donc, partager les bonnes pratiques par rapport à tout ça. Également, légiférer éventuellement. S'il y a des lois ou des règlements ou des procédures à changer au niveau de nos lois actuellement, l'approche régionale permet d'harmoniser un petit peu ça en se basant sur les bonnes pratiques dans les différents pays. Donc, disons que les textes réglementaires qui sont importants pour la protection des droits des êtres humains en général, il faudra aussi voir ce qui se passe. Et enfin, en général, les choses sont liées, interreliées. Donc là où
l'approche régionale permet d'accélérer tout ce qui est vraiment recherche par rapport aux besoins spécifiques de la femme et de la fille. Vous savez, le taux de mortalité maternelle en Afrique est le plus élevé dans le monde. Et tout ça est lié encore aux problèmes de développement et lié également à ces crises répétitives. Je pense que le bureau, disons le programme régional devra se focaliser sur des sujets qui intéressent la santé de la femme en Afrique également, pour que justement toutes ces approches convergent vers une meilleure qualité de vie pour la femme en Afrique. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir parce que, vous savez, si on a pu retenir, limiter les dégâts à ce jour, c'est parce que, et la jeunesse, j'ai oublié de parler de la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ont tous joué un rôle important pendant la gestion de cette crise. Et donc, tant que les gens se battent, il y a une lueur d'espoir. Et il ne faut pas oublier que jusque-là, c'était un petit peu les laisser pour compte. Les régions, les zones reculées n'ont pas fait suffisamment d'attention par rapport au développement, et c'est pour ça que il y a autant de ravages. Si on avait des systèmes de santé, des systèmes un système économique qui pouvait déjà mettre, disons, le niveau de vie des jeunes, des femmes à un niveau acceptable où ils puissent se prendre en charge, je pense qu'il n'y aurait pas autant de dégâts. Donc, l'espoir est permis, mais il faut accepter de changer toutes les mœurs qui sont à l'encontre justement de la santé et du développement. Donc peut-être juste pour vous dire que aujourd'hui donc on n'a pas encore toutes les informations par rapport à la maladie, à l'épidémie, mais elle a toujours été là. Et donc il faut pouvoir, par rapport à votre question sur la lueur d'espoir, également s'informer auprès des communautés rurales reculées sur comment elles ont géré tout ça. Parce que souvent on oublie un petit peu qu'il y a des connaissances empiriques qui ont permis à nos populations de survivre à toutes ces catastrophes-là. Donc il faudra que peut-être là où l'instance régionale de recherche, y compris Noguchi, devrait aller un petit peu voir vraiment quelles sont ces expériences-là et pouvoir ensuite partager, diffuser les bonnes pratiques. Mais encore une fois, il faut qu'on accepte donc qu'on puisse travailler de manière égale à égale avec les communautés et dans le respect mutuel. Il faut pouvoir échanger avec eux et les amener à changer ce qui doit être changé par rapport à la lutte contre l'Ebola.